Ohayou gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo en extérieur. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous propose de vous parler de mon jardin japonais, ou plutôt devrais-je dire le jardin japonais de mes parents. Et je fais un disclaimer dès le début pour vous dire que cette vidéo je ne la fais pas pour vous dire regardez j'ai des thunes tout ça, non s'il vous plaît, non. Je veux plus vous partager les secrets de ce lieu, les beaux paysages, comment ça s'est élaboré, voilà la construction tout simplement. Donc le gosse de riche bashing s'il vous plaît, non. Je viens d'inventer ce terme, mais non, s'il vous plaît. D'autant plus que l'idée de faire cette vidéo provient de quelques-uns d'entre vous sur Instagram. Ne délayons pas plus longtemps, venez vous détendre. Première chose, au vu de certaines questions sur Instagram, je pense que vous ne vous rendez vraiment pas compte de l'ampleur du lieu. Vraiment en fait il y a des détails absolument partout, tout a été pensé, réfléchi, y compris ce que vous ne voyez pas. Je dis ça parce qu'on m'a demandé quand même dans quel magasin j'avais acheté ça. Enfin, il n'y a pas de magasin qui fournit des jardins japonais de cette taille, clairement pas. D'ailleurs, quand mes parents se sont installés ici il y a plus de 20 ans, et bien ici c'était que du gazon. Et il y avait juste une cabane, voilà, dans le fond du jardin. Elle a plutôt bien évolué. Je me souviens bien de cette période parce que j'aimais beaucoup en fait m'amuser dans le jardin en courant partout, et puis avec le jet d'eau, voilà, j'aspergeais tout le monde comme ça, enfin c'était rigolo. Et forcément, tout ce qu'il y a autour de moi, vous vous en doutez bien, ce n'est pas arrivé comme ça, par magie. Et vous vous dites que comme c'est ma mère qui est japonaise, c'est elle qui a conceptualisé tout le jardin. Absolument pas. C'est en vérité mon père qui est totalement français, qui a conceptualisé et sketché tout ce jardin japonais. Et oui, il n'y a pas eu d'agence, d'architecte, tout ça. L'architecte, c'était mon père. Je sais que c'était une des questions les plus récurrentes, donc voilà, vous avez la réponse, et mon père est forcément très fier de ce qu'il a accompli. Je pense qu'il peut l'être. Ne vous inquiétez pas, il y aura une interview avec lui un peu plus tard dans la vidéo pour savoir son point de vue et tous les petits détails parfois que même moi je ne connais pas. Mais avant ça, on va se balader un petit peu ensemble dans le jardin pour que je vous raconte toutes les anecdotes autour de tout. Voilà, on va se balader. On va commencer avec le jardin sec, le jardin zen si vous voulez. Voilà, donc c'est une étendue. Pareil, vous pensez que c'est tout simple en fait, qu'il y a juste des carrés à faire, des graviers, juste des rochers à mettre. C'est pas si évident. Par exemple, il y a un truc qu'on ne voit absolument pas sur cette zone-là et qui est pourtant essentiel, c'est les canalisations. Effectivement, s'il pleut et que l'eau stagne absolument partout, eh bien la roche, vous imaginez bien qu'elle va finir toute verte, toute pleine de mousse. Et comment on fait pour qu'elle ne soit pas pleine de mousse? On va pas la traiter tous les jours, ce serait absolument trop fastidieux. Même si ça paraît plat comme ça pour vous, eh bien en fait l'eau s'évacue sur des coins bien précis pour que l'eau ne stagne pas. Et donc si je vous montre en fait par en haut, vous voyez qu'il y a des pierres qui ont été disposées un petit peu partout. Et ces pierres là, elles n'ont pas été choisies au hasard, mais alors pas du tout. Elles sont disposées pour faire en fait le kanji du cœur, kokoro en japonais. Autre chose que vous ne savez probablement pas, c'est qu'en fait ici, tout ceci jusqu'au bassin en fait c'est une cascade. L'eau en vérité elle est pompée, donc du coup elle remonte jusqu'en haut, tout ça, elle passe à travers ce rocher. Et en fait elle se déverse de ce rocher à ce bassin, puis de ce bassin à un autre bassin, et ensuite l'eau elle est récupérée et elle remonte jusqu'ici, et c'est un circuit fermé. Vous vous doutez bien que toute cette eau elle doit être filtrée, voilà, parce qu'il y a des poissons à l'intérieur des bassins, et en plus elle doit être pompée, ce qui fait qu'il doit y avoir une salle des machines. Et je vous avoue, bon là c'est un petit peu la colonie des fourmis et des araignées, mais je vais vous montrer ça. Alors à propos de l'eau, je vais un petit peu m'y attarder parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux bassins avec une cascade, ce qui fait que c'était un circuit fermé. Ensuite il y a également l'eau qu'on utilise pour arroser les plantes, et vous vous doutez bien que toute cette eau, elle vient pas de la municipalité. Sinon ça coûterait quand même bonbon. En fait, durant la construction, on a compris qu'on avait besoin d'un puits, enfin d'une source d'eau, et on a fait venir un sourcier. Alors un sourcier, je sais pas si vous savez vraiment ce que c'est. Dans l'imaginaire collectif des gens, c'est un peu quelqu'un qui arrive avec un bâton dans une forme de Y, et qui se déplace comme ça pour savoir s'il y a de l'eau quelque part. Et très sincèrement, on a l'impression que c'est un petit peu du bullshit, tout ça, que c'est un petit peu du mytho. La personne qui est venue, c'est peut-être un des trucs les plus, pas inexplicables j'ai envie de dire, mais incroyables que j'ai vu de ma vie. Ce monsieur-là était sourcier depuis 5 ou 6 générations, donc c'était vraiment son métier à part entière. Donc il s'est déplacé sur tout le terrain et il faut bien imaginer qu'il n'y avait absolument rien avant, hein. On n'avait rien construit encore, il était venu bien avant ça. Donc son objectif c'était repérer
une source d'eau. Et ce qui est incroyable, c'est que il s'est déplacé comme ça pendant plusieurs heures dans la maison. Et au bout d'un moment, il a donné son expertise et il a dit, voilà, vous creusez ici à tant de mètres, il y aura un débit d'eau de temps avec telle qualité d'eau. Et ça, ce sera les roches qui seront à côté de l'eau. Bah, j'imagine que vous vous doutez de la suite de l'histoire. On a creusé et le mec avait raison sur tous les points. Je veux bien croire qu'il y a un petit peu, peut-être que le mec s'est renseigné avant sur internet, je sais pas, il a creusé, il a regardé les cadastres ou des choses comme ça, mais donner le débit d'eau, donner la profondeur exacte, l'eau a jailli, mais comme jamais, vous imaginez pas, j'étais vraiment là, on était avec une grosse machine pour creuser, et quand on a atteint bah, du coup le point qu'il avait donné, mais l'eau elle a jailli, mais c'était impressionnant. On va passer au point suivant, la nature. Alors pour ce qui est de la nature, vous vous doutez bien qu'il y a plein de races différentes de plantes ici. La plus prédominante bien évidemment, c'est le buis. C'est le buis qui constitue en fait cette mer, un petit peu cet océan de buis qui est ici, avec des vagues qui sont bien représentées. D'ailleurs vous pouvez voir en fait, il y en a un qui dépasse un petit peu, celui là-bas, et ben en fait c'est le mont Fuji. Et il y en a plein qui se demandent parfois en vidéo, en fait c'est quoi ce buis là qui est vraiment étrange. Mais en fait c'est un buis aussi, c'est juste qu'il est énorme. En fait il est énorme et il a été taillé en fait pour qu'il y ait en fait plein de petites boules sur les côtés. Ça lui donne un aspect esthétique absolument unique et j'aime beaucoup. Donc des buis, il y en a vraiment partout dans le jardin et de plusieurs races différentes. Et la deuxième espèce prédominante, c'est les bambous. Alors les bambous, ils sont là vraiment pour faire le rôle de barrière. Je crois qu'il y a au total 5 races de bambous différentes avec 3 races différentes de bambous verts, une race de bambou noir et une autre race en fait, de bambou jaune. Et il y a quelques personnes qui m'ont posé la question, très intelligente d'ailleurs, de savoir comment on faisait pour que les bambous en fait, n'envahissent pas tout le jardin. Parce que les bambous, si vous ne savez pas, c'est une plante extrêmement envahissante. En fait, les rhizomes vont absolument partout, ils se déplacent partout, ils vont là où ils peuvent quoi. Et bien en fait, pour bloquer un petit peu les bambous, on a mis en fait, au sous-sol, mais même vraiment très en profondeur, on a mis des bâches qui sont faites pour ça, qui sont conçues pour bloquer les bambous, pour qu'ils ne poussent pas n'importe où. Donc voilà, méfiez-vous si vous achetez des bambous, pensez à bien mettre des bâches dans le sous-sol pour bien délimiter là où vous voulez qu'ils soient, parce que sinon c'est vraiment l'invasion. Et vous seriez très surpris de voir à quel point le bambou, mais vraiment le sol, le béton, mais il en a rien à foutre quoi. Avec le temps il va finir par pousser et il va tout casser. Ce qui est un petit peu le défaut des bambous, c'est que même si ça reste vert toute l'année, eh bien comme vous le voyez, ça dépose des feuilles mortes. Alors c'est un excellent engrais, mais du coup faut le ranger, il faut le traiter assez fréquemment. Alors on reste dans le vert, mais derrière moi en fait il y a un érable comme ça. Et oui c'est vrai que c'est assez différent de l'image des érables japonais qu'on a avec les érables rouges. Mais effectivement on avait avant un érable rouge qui était voilà juste de l'autre côté, qui était juste ici à la place de cet arbre là, mais c'est très fragile ces races là et ça tient absolument pas. Après je vais être assez honnête avec vous, comme je ne me suis pas occupé de la création du jardin, je ne connais pas toutes les races de plantes qui sont là en fait, je connais quelques secrets voilà forcément, mais toutes les races de plantes je sais qu'il y a des camélias, il y a des trucs qui se renouvellent, il y a des trucs qui sont fixes, il y a plein de choses. Après avoir parlé de la flore, parlons un petit peu maintenant de la faune. La faune, alors il y a forcément les carpe-koi qui sont juste en dessous et qui pensent d'ailleurs que je vais leur donner à manger, c'est pour ça qu'ils sont tous excités là. Alors faut savoir qu'il y a des poissons rouges et aussi des carpe-koi. Et les carpe-koi, le gros défaut, c'est que c'est très fragile. C'est une race en fait qui vraiment ne tolère pas les changements, qui ne tolère absolument pas les changements, et c'est dur de les maintenir en vie en fait. Mais on en a quelques-uns qui ont tenu avec le temps, mais forcément il y a eu des morts. Bon, après c'est aussi, je pense qu'il y a aussi eu des morts naturelles hein, tout simplement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait ils ont des bébés, Alors ils ont tendance, je vous avoue, à manger les œufs, enfin certains ont tendance à manger les œufs des autres, mais bon ça c'est la nature encore une fois. Et ce qui se passe en fait c'est que les bébés, les œufs, ceux qui sont intelligents en fait ils pondent juste ici au niveau des rochers là, et les œufs en fait se déversent dans l'autre bassin, ce qui fait qu'on a d'autres poissons là-bas qui sont en fait les enfants de ceux qui sont ici. C'est vraiment sympa de voir l'évolution année après année comme ça des poissons, enfin c'est vraiment, franchement j'aime beaucoup. Et en plus les poissons, vous savez moi je suis allergique aux poils d'animaux, ce qui fait que les poissons c'est un des rares animaux voilà, que je peux côtoyer sans en avoir peur. Autre espèce qui vient aussi ici beaucoup, ce sont les piafs, les oiseaux. Alors il y a des canards,
il y a 3 canards qui viennent régulièrement, donc une canne et 2 canards. Souvent ils viennent ici pour prendre le bain, s'amuser un petit peu, j'en ai déjà fait des stories Instagram. Vraiment ils sont détentes à la maison, et même on vient pour leur donner de temps en temps un petit peu à manger, du pain ou quoi. Ils sont complètement détendus, ils sont complètement habitués à notre présence. Alors ils sont ici, ils sont à l'hôtel quoi. Autre animal volant qui vient mais qui est un petit peu moins la bienvenue, c'est le héron cendré. Il y a un héron qui vient de temps en temps ici et qui essaye de becter les poissons, tout simplement. Il essaye de manger les poissons et forcément nous ça nous arrange pas, on aimerait bien les garder les poissons. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez juste ici, il y a des fils, des câbles en fait comme ça, pour l'empêcher en fait de plonger son bec et de revenir. En fait ça l'embête, tout ça ça l'embête beaucoup, ce qui fait qu'il ne chasse plus ici, il essaye de chasser parfois de l'autre côté dans l'autre bassin. Attendez, j'ai même pas encore terminé avec les oiseaux, il y a aussi un faucon qui est venu une fois, j'en ai déjà fait, j'ai déjà raconté l'histoire en vidéo, mais il y a un faucon qui est venu juste ici, qui a bouffé un moineau. Il y a aussi des colombes qui viennent, qui essayent fréquemment de faire des nids, on ne veut pas parce qu'en fait ils chient partout. En fait ça ne me dérangerait pas qu'ils fassent des nids, mais ils chient partout ces enfoirés, donc c'est un petit peu désagréable. Et il y a aussi un nid qui est juste, voilà, il y a une colonie, je crois qu'il y a une colonie plutôt je pourrais dire. Il y a une colonie qui est ici dans ces bambous par là-bas, et le matin, à 5 h du mat', ah je vous avoue c'est assez... Là c'est la chorale, c'est la grande chorale, c'est incroyable. Là ils savent que je suis ici du coup ils piaillent pas trop. Mais sinon d'habitude ça piaille dans tous les sens, c'est impressionnant. C'est vraiment fort en plus. Et alors sinon il y a des chats qui se baladent, c'est les chats des voisins qui se baladent un petit peu dans le coin. Forcément vu qu'on a des oiseaux ça attire les chats. Ensuite il y a quoi d'autre? Il y a un furet, ah oui on avait vu un furet une fois, un furet sauvage. Aucune idée de comment il est arrivé là, mais on l'a vu vraiment rapidement et c'était pas fréquent en fait, on l'a vu juste une fois. Ensuite dans la catégorie insectes, alors niveau insectes on a beaucoup de fourmis, il y a des fourmis partout, il y a des fourmis qui se baladent comme ça, elles bossent, je sais pas ce qu'elles font mais elles bossent. Tout le coin là-bas là, plus sombre, c'est le coin des araignées, là c'est vraiment le royaume des araignées là-bas. Alors les araignées sont pas des insectes hein, je sais, mais on a aussi 2 autres espèces d'insectes qui sont assez rares. L'été c'est des libellules. On a des libellules qui viennent et franchement, il y en a une qui vient qui a le cul bleu et il y en a une autre qui a le cul rouge, on dirait un hélicoptère. Le truc qui est gigantesque et forcément ils viennent pondre dans le lac, enfin dans le bassin. Je sais pas s'ils arrivent vraiment à se reproduire hein, parce qu'à mon avis les poissons, vous bectez bien vous hein. À mon avis vous bectez bien tout hein. Ils ont tout le temps faim, ces espèces là. Et surtout, il y a des abeilles. Il y a des abeilles qui viennent très souvent ici. Et elles viennent, je sais pas vraiment, elles ont des coins comme ça, elles ont des petits spots où elles viennent, en fait elles viennent près de l'eau, je crois qu'elles viennent boire, je suis pas très sûr. Elles ont tellement l'habitude de nous voir aussi qu'elles ont plus du tout peur. Et même nous franchement, il y a une abeille, regardez les images, je veux dire j'étais vraiment à 2 cm de l'abeille avec une énorme caméra. Elles sont tranquilles, il n'y a pas de souci, elles sont tranquilles, elles attaquent absolument pas. Je vous rappelle d'ailleurs que les abeilles en fait n'attaquent que très rarement parce que lorsqu'elles piquent elles meurent, contrairement aux guêpes qui sont des bonnes grosses connasses hein. Mais les abeilles c'est des insectes gentils, voilà, faut protéger. Je reviens un petit peu sur les poissons, c'est une espèce en fait, contrairement à ce qu'on pense, je savais pas moi, mais elles hibernent. En fait pendant 4 mois durant l'année elles vont pas manger et c'est même assez surprenant, je savais pas du tout. On va passer à quelque chose que vous connaissez certainement plus, la maison japonaise. Forcément voilà, c'est ce que j'appelle mon ancien décor. Mon dieu c'est tout noir quand on fait comme ça. Mon ancien décor, même si voilà je peux l'utiliser de temps en temps. D'ailleurs dans une prochaine vidéo je l'utiliserai pour une vidéo cuisine, vous verrez bien, je pense que vous allez beaucoup l'aimer cette vidéo. Et grosse anecdote sur la maison japonaise, c'est que, attention tenez-vous bien, il y a eu un tournage d'une publicité ici. Et pas pour n'importe quelle société, un truc que vous connaissez sûrement, Burger King. Évasion, ginseng, vitalité. Découvrez l'essence ultime de feuilles de thé récoltées à la main sur les plaines du mont Fujimato. Il est vraiment dégueulasse ce thé. Mais c'est pas grave, parce que je le bois dans mon mug collecteur Burger King. En ce moment chez Burger King, un mug collecteur offert pour l'achat d'un menu king size. Burger King. Alors c'était très impressionnant, non je déconne, moi je voyais, en fait j'étais absolument pas là quand ils ont fait le tournage. Et c'est mes parents qui m'ont raconté, alors en fait c'était une équipe de 30 ou 40 personnes qui sont venues. Et franchement les moyens utilisés, ils avaient des grues, ils avaient des trucs, tout ça pour ce que je vous ai montré quoi, ce qui est pas très long, qui est pas non plus super ouf quoi. Et alors certes c'est rigolo, mais je me suis dit les moyens déployés pour juste ça de vidéo, mais c'est impressionnant comment la télé ils ont encore du budget, enfin c'est pas la télé mais comment les équipes de prod elles ont du budget pour parfois des trucs mais vraiment très courts quoi. Certainement le travail à la fin est de très bonne qualité, mais j'étais vraiment impressionné de me dire qu'il y a quand même besoin d'une équipe de 40 personnes pour faire ça. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu tous les trucs à droite à gauche dans le jardin, on va passer à une question importante, la question de l'entretien. La question de l'entretien, eh bien croyez-le ou non, ici il n'y a absolument pas de jardinier attitré, en tout cas pas de jardinier qu'on paye.
C'est bon, je peux parler, je peux tourner. Lorsque le jardin a été créé et conceptualisé, mon père avait décidé une chose très importante. Il a fait l'accent sur l'eau et l'accent sur le moins d'entretien possible. Ça sert pas à grand chose d'avoir un jardin exceptionnel si tu dois l'entretenir toutes les semaines avec 3 jardiniers et du coup tu dois payer une blinde. C'est pas possible. Après ça veut pas dire non plus qu'il y a 0 entretien, faut pas déconner, comme je vous ai dit, il y a des feuilles mortes qui viennent, voilà, faut tailler quelques buis de temps en temps. Et c'est mes parents qui s'occupent de tout ça. J'ai envie de dire, c'est à la fois un travail qu'ils font, et en même temps je les suspecte un petit peu, c'est aussi leur passion. Je veux dire, mon père c'est un petit peu son bébé ce jardin. Ma mère aussi, les buis, elle leur parle, elle parle aux buis, tu vois, pour qu'ils poussent mieux, pour qu'ils se sentent bien. Tu leur dis qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui va pas, parle-moi. Vous l'aurez compris maintenant, ce jardin c'est vraiment le bijou de mes parents. Et je pense qu'il est temps maintenant de poser quelques questions au concepteur. Bonjour papa, comment ça va? Bonjour, comment vas-tu toi? L'origine du jardin japonais, ça remonte à mon enfance, où j'avais un oncle qui était officier dans la marine et qui avait fait la guerre d'Indochine, donc il était très imprégné de l'Asie. Ensuite, j'ai fait mes études à côté d'une école qui était à côté d'un très beau jardin japonais qui était le jardin Albert Kahn. Alors le jardin Albert Kahn, il a été fait par un grand financier à la fin du 19e siècle et il a constitué plusieurs jardins et je vous conseille d'aller le visiter, il est vraiment extraordinaire, il se trouve Porte Saint-Cloud à Paris. Tout petit, j'ai dormi dans la maison japonaise parce que j'étais dans une école, j'étais interne et de temps en temps quand on me houspillait un peu trop, eh bien j'allais dormir dans la maison japonaise du jardin japonais d'Albert Kahn. Il y a un grand ruisseau et la maison japonaise se trouve à peu près au milieu. Tout d'abord, le problème des jardins, c'est d'abord il faut penser à l'eau. Parce que l'eau, quand on veut mettre des bambous, les bambous sont très consommateurs d'eau. Donc j'ai fait venir un sourcier et il a fait tout le terrain. Et il a dit, l'eau, elle passe exactement sous le rocher qui est ici. On ne fait pas un jardin comme ça, il faut réfléchir à une harmonie en demandant des conseils aux Japonais. J'avais un excellent ami au Japon qui s'appelle Monsieur Yoshida. Ah, ils connaissent. Et qui connaissent, et qui m'a donné de précieux conseils. Et je voudrais faire une petite remarque, je ne sais pas si les gens connaissent dans les jardins japonais, cette pierre qui est enveloppée, je ne connais pas le nom, mais en tout cas ça veut tout simplement dire sens interdit. Donc il ne faut pas y aller. Il faut se méfier que les bambous, ça pousse, ça monte très haut, suivant les races. Les plus hauts montent à 60 mètres de haut à Bali, il faut le savoir. Et surtout, le problème, c'est les racines. Vous avez un niveau de terre, il faut 70 cm de béton de chaque côté et mettre les bambous au milieu. Ça, c'est béton sur 70 cm. Pareil, pour nettoyer, il faut bien savoir que les feuilles, ça tombe, il faut les ramasser. Moi, tous les 15 jours, on ramasse un peu de feuilles, quoi. Dans les buis, c'est assez classique, mais il faut savoir que rien que dans ce parterre-là, il y a plus de 600 buis. Alors, les dessins, évidemment, j'ai essayé de tout faire. Alors, évidemment, je voulais la maison japonaise, je voulais les bassins, je voulais ce qu'on appelle le jardin vert, je voulais le jardin sec. La seule méthode, ce que j'ai fait pendant des mois et des mois, c'est que j'utilise un programme qui s'appelle SketchUp. Et c'est d'ailleurs avec ça que j'ai dessiné toute la maison, qui a la particularité d'être au moins authentique dans sa construction parce qu'elle est faite avec ce qu'on appelle le système de double pont. En France, les jambes de force, ça c'est pour soutenir les maisons. Le Japon, lui, fait davantage ce qu'on appelle le système des doubles ponts. Voilà, et c'est vraiment la technique de l'antisismique. Évidemment, pas de clous, pas de vis, et c'est ce qui a été fait ici. Je crois qu'il y a une seule vis, parce que le menuisier qui a fabriqué ça m'a dit quand même, on ne sait jamais. Alors, les jardins, en général, c'est pas très compliqué pour les permis de construire. Ce qui est le plus compliqué pour les permis de construire, c'est les maisons. Il ne faut pas être à plus de X mètres du voisin, il ne faut pas être à plus de tant de hauteur, il ne faut pas être... Enfin bref. Pour créer un jardin japonais, déjà, il faut exactement savoir ce qu'on veut, donc il vaut mieux se le dessiner soi-même. Il faut savoir ce qu'on veut, il ne faut pas demander aux autres telle et telle chose.
parce que vous serez toujours déçus, mais surtout, imaginez-le vous-même. Merci papa. De rien mon fils. Le budget, la grande question du budget. Alors j'ai bien réfléchi et je ne vous donnerai pas de budget précis. Tout ça parce qu'en fait je crains un petit peu la réaction de certaines personnes, pas la majorité des gens sont capables de comprendre voilà le prix des choses, tout ça sans râler. Mais je sais qu'il y a une minorité qui va forcément râler sur le prix, voilà, qui va dire mais c'est hallucinant, des choses comme ça. Du coup je préfère ne rien dire. Mais quand même juste pour vous donner une idée entre gros guillemets en fait du budget qu'il faudrait, c'est assez énorme. Par exemple cette lanterne dont on a parlé tout à l'heure, eh bien on l'a fait venir du Japon, voilà il y a eu des coûts de transport, tout ça, bref, le total ça a coûté quand même 6 000 €. Donc déjà rien que ça, c'est 6 000 €. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de balayer un maximum les questions que vous m'avez posées sur ce jardin, en essayant d'exposer tout ce que je pouvais, sans pour autant rentrer trop dans le cadre de la vie privée. Puis j'espère aussi que ça a motivé peut-être certains d'entre vous à le faire vous-même. C'est pas si... c'est compliqué, c'est une aventure, mais vraiment le résultat en vaut la peine et c'est vraiment très satisfaisant à voir, hein, clairement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine. Tchuss.